Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local. Dans les titres de ce mardi 29 janvier, garde à vue prolongée pour le meurtrier présumé de la joggeuse tuée jeudi à Nîmes. L'ADN retrouvé sur la victime et sur le lieu du crime correspond à celui de cet homme âgé de 32 ans et résident à Courbesac. Nicolas Karabatic devant le juge d'instruction à Montpellier. L'international de handball a été entendu une nouvelle fois dans l'affaire des paris présumés truqués. Et puis une page Facebook pour éviter les contrôleurs sur le réseau de tramway à Montpellier. La fraude coûterait 3,5 millions d'euros par an à la TAM. C'est un ressortissant britannique de 32 ans qui est en garde à vue depuis hier après-midi. Il aurait reconnu certains faits concernant le meurtre de la jeune femme tuée jeudi après-midi à Nîmes alors qu'elle effectuait son jogging. L'ADN de l'accusé correspondrait au prélèvement effectué sur la victime et sur la scène de crime. Le suspect vit à Courbesac avec sa mère tout près du lieu du crime. Les détails, Olivier Michel. C'est dans cette maison située à 300 mètres des lieux du drame qu'a été appréhendé hier le suspect par le SRPJ de Montpellier. Il s'agit d'un ressortissant anglais d'une trentaine d'années qui vit là avec sa mère. Suspecté dans un premier temps par la découverte de griffures de ronces sur ses mains et sa ressemblance avec le portrait robot, il a finalement été confondu par son ADN. Dans la nuit, on établit le profil génétique de cette personne. Dans la matinée, on fait la comparaison avec le profil génétique que l'on avait en fonction des éléments retrouvés sur les lieux. Et en fin de matinée, ça match. Donc son ADN correspond à celui qui a été retrouvé sur des objets récupérés sur la scène de crime. La prolongation de sa garde à vue de 24 heures devrait donc permettre au SRPJ de le confronter à ces éléments scientifiques. On espère que la confrontation avec ces éléments objectifs et de police technique et scientifique vont l'amener à prendre conscience qu'il n'a plus d'autre choix d'expliquer ce qui s'est passé. Ce matin, aux abords de la villa familiale, les proches de la famille, voisins ou infirmières, restaient eux incrédules. La famille s'était installée dans le Gard depuis plus de 12 ans et le papa était décédé l'été dernier. Il est très gentil, très gentil. C'est pas lui, c'est pas possible. Un jeune homme peiné, mais bon, qui entoure sa maman, qui aide sa maman, qui est là auprès de sa maman, quoi. Je veux dire, un jeune homme bien. La fin de la garde à vue est fixée à demain après-midi. Devrait s'en suivre une ouverture d'information et une présentation au parquet de Nîmes. Une pétition pour dénoncer un arrêt de la Cour de cassation. Il y a tout juste un an, cette décision de justice a remis en question l'instruction de l'enquête pour le meurtre de Léa le 1er janvier 2011 à Montpellier. Cette nuit-là, quartier du Plan des Quatre Seigneurs, la jeune fille de 17 ans a été violée et tuée en garde à vue. L'auteur présumé des faits avait avoué amener les policiers dans le bois où reposait le corps. Mais la Cour de cassation a déclaré une partie de cette garde à vue illégale en l'absence d'un avocat dès la première heure, en s'appuyant sur la législation européenne. Pour les proches de la victime, le procès du meurtrier présumé sera forcément tronqué. Les amis de Léa ont recueilli 12 000 signatures pour réclamer un procès équitable. Écoutez. On a l'impression que la justice ne sera pas faite et on a peur de la tournure du procès. Aujourd'hui, on se retrouve avec un assassin présumé qui nie tous les faits alors que les preuves sont là. Et c'est un combat qui ne devrait pas avoir lieu. C'est un combat qui ne devrait pas avoir lieu. On est face à une justice qui est pas égale, pour les deux parties. Ce combat qu'on mène aujourd'hui, c'est pas seulement notre combat, c'est aussi le combat de toutes les personnes dont les procédures sont en cours, puisque cette loi en fait est rétroactive pour toutes les procédures en cours. Et ça ne concerne pas que notre histoire avec Léa, ça concerne aussi d'autres personnes où il y a certainement eu des crimes aussi. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas seulement notre combat à nous, c'est un combat pour toute la France. La pétition forte de 12 000 signatures sera remise demain dans la matinée à la Cour de cassation en Paris, en compagnie des proches de Léa et de parlementaires. Nicolas Karabatic à nouveau entendu dans l'affaire des paris présumés truqués sur le match Cesson-Montpellier au mois de mai dernier. L'international de handball était convoqué cet après-midi par le juge d'instruction en charge de l'affaire à Montpellier. Il est resté sur sa ligne de défense. Non, il n'a pas parié. Les détails, Olivier Roiron. Lunettes de soleil, sourire aux lèvres, Nicolas Karabatic arrive détendu avec sa compagne Géraldine Pillet au palais de justice de Montpellier. 4 mois après le déclenchement de l'affaire dite des paris frauduleux, la pression médiatique est toujours aussi forte. Après son frère Lucas et sa compagne, le handballeur montpelliérain est convoqué par les juges. 1h30 d'audition, à la sortie, même pression et même décontraction. J'ai jamais été inquiet. Bien sûr que je suis content d'avoir pu répondre à ces questions et comme je l'ai dit à monsieur le juge, maintenant j'ai hâte qu'on arrive à
à une décision le plus rapidement possible, quoi. Je pense que vous aurez accès aux questions et à mes auditions incessamment sous peu. Par des sources secrètes. Des sources secrètes qui s'appellent canaillés? Ça, je n'ai jamais dit ça. Donc ça, c'est vous qui l'accusez. Ah non, je n'ai jamais entendu ça. La presse mise en cause pour avoir relayé les accusations collectives de l'entraîneur du MAHB. Autre révélation, le téléchargement et l'utilisation d'applications liées au paris et au jeu depuis le smartphone du handballeur. Le téléphone de Nicolas Karabatic et de Géraldine Pillet comprend 5 ou 6 pages d'applications. Géraldine, depuis le début, dit qu'elle installe les applications sur l'iPhone de Nicolas sans même qu'il le sache. Elle a reconnu avoir consulté le site le jour en question et la veille. Point à la ligne. Nous allons demander dès la semaine prochaine, de façon motivée et argumentée, au juge d'instruction, pour une série de raisons, de faits et de droits, de bien vouloir rendre une ordonnance de 10 ans d'y avoir lieu à suivre pour tous nos clients, même pour Luka Karabatic, puisqu'encore une fois, le pari relève du disciplinaire. Un non-lieu rapide et un éventuel jugement sportif, la ligne de défense n'a pas bougé, car pour le moment, on ne parle pas de suspicion de match truqué, mais uniquement de paris présumés illicites. Et de son côté, la Ligue nationale de handball procède depuis hier aux auditions des 7 joueurs mis en examen dans cette affaire. Nicolas Karabatic devrait être entendu demain par la commission de discipline. Une manifestation pour dénoncer les plans sociaux. Cet après-midi à Paris, plusieurs centaines de salariés de PSA, Candia, Virgin, Fralib ou encore Pilpa ont défilé sur les Champs-Élysées pour dénoncer les restructurations qui touchent ces sociétés. Parmi eux, une délégation montpelliéraine des salariés de Sanofi. Soutenue par des personnalités de gauche, ils réclament une loi pour empêcher les groupes qui font du profit de licencier. Environ 13% des passagers du tramway de Montpellier n'auraient pas validé leur ticket. Une fraude qui coûte environ 3,5 millions d'euros à la TAM chaque année et qui s'organise aussi sur le net. Sur Facebook, plus de 16 000 personnes partagent les informations sur les déplacements des contrôleurs. Reportage Paulin Barascude et Damien Renard. Contrôleur, direction Mosson-Juvignac. Ce que Julien poste sur Facebook, c'est un avertissement aux passagers de la ligne 3 et 4 du tramway. Et en effet, les contrôleurs sont là. Quand je suis avec des collègues qui ont besoin de l'application, je suis là pour leur donner des informations, donc voilà. Je l'utilise, je sais pas, 2-3 fois par mois. Quand je prends le tram pour des longs trajets. Depuis plus d'un an, une page Facebook permet de partager la position des contrôleurs. Elle compte désormais plus de 16 000 abonnés. Ces pages existant déjà dans d'autres villes, une jeune montpelliéraine a décidé de créer la sienne. Pour moi, il faudrait la gratuité des transports pour les étudiants et les personnes qui n'ont pas vraiment de sous, parce que voilà, c'est pour ça qu'on fraude en fait, c'est pour manger au final. Donc voilà, il faudrait la gratuité selon des cas, quoi. Il faut que ce soit au cas par cas, les étudiants, les personnes qui sont au RSA, qui ont des tout petits salaires. Voilà, pas pour tout le monde, quoi. Après, avoir peut-être des tarifs un peu préférentiels quand il y a des familles nombreuses. C'est ça aussi, qu'il n'y a pas forcément, je veux dire là, on ne peut pas tous se permettre de payer 200 € de tram ou 300 l'année passée, c'est pas possible. Du côté de la TAM, la gratuité du ticket n'est pas envisageable. Les recettes de ces ventes rapportent 35 millions d'euros. Pourtant, la fraude du ticket reste non négligeable. Si on n'a pas les ressources de la collectivité, des voyageurs, c'est un service qui va se paupériser, qui va se dégrader parce qu'il y aura moins d'argent à investir dans la modernisation du transport public, en moyenne de l'ordre de 12 à 13%, avec bien sûr des moments de la vie, de la journée, ou des secteurs où parfois elle peut être un peu plus élevée, mais d'autres moments où elle est moins élevée. Un point de fraude, c'est 350 000 euros, donc vous voyez à peu près l'enjeu, de l'ordre de 3-4 millions d'euros. Pour les passagers qui s'entêteraient à ne pas payer, il faut savoir, s'ils ne le savent pas déjà, que l'amende est de 46 €, ce qui équivaut à payer 33 tickets. Au moins 200 000 € détournés au PS du Gard, c'est ce que confirme aujourd'hui l'audit financier mené en ce début d'année. Les faits se sont déroulés entre 2007 et 2012 et concernent d'abord des sommes de 25 à 30 000 € détournées à intervalles réguliers. La fraude s'est ensuite amplifiée en 2011 où 100 000 € ont été détournés pour 2012. Pas de chiffres, la Fédération socialiste gardoise n'a pas tenu de comptabilité pour cette année-là. Des anomalies financières mises à jour par le nouveau secrétaire fédéral moins d'un mois après son élection.
Les vœux d'Arnaud Julien hier soir à Juvignac. Le président départemental de l'UMP a souhaité une bonne année 2013 aux nombreux militants et élus de l'Hérault présents. Ils étaient venus de tout le département, voire au-delà. L'occasion pour l'UMP héroltaise de se mettre en ordre de marche pour 2014. Écoutez. C'est un moment important, un moment d'unité. On a eu des élections internes au parti. Vous avez vu qu'au niveau national, c'était un peu difficile, compliqué. Mais au niveau départemental comme au niveau régional, on est restés unis et soudés. Et ce soir encore, ce sera la démonstration que l'UMP et la droite dans le département de l'Hérault est soudée parce que ce qui nous unit, c'est l'amitié. La famille a besoin effectivement de se rassembler. C'est important pour mener les futurs combats de 2014 avec des élections municipales, des élections européennes, des élections sénatoriales et 2015 avec des cantonales et des régionales. Dans l'Hérault, nous allons nous rencontrer fin février, début mars pour commencer à parler des municipales. Et c'est pas interdit qu'on parle aussi des régionales parce que c'est un grand moment qui arrive. Et voilà, il va falloir aujourd'hui, peut-être avec un système des primaires, rien n'est figé à ce niveau-là, mais choisir le bon candidat pour aller dans cette élection. Et à cette occasion, Arnaud Julien a confirmé sa volonté de se présenter pour l'élection municipale de Juvignac en 2014. Le navigateur François Gabard a décroché son billet pour le trophée Clairefontaine. En remportant le Vendée Globe, le champion s'est assuré une place à bord d'un des voiliers de la régate. C'est la 3e fois que François Gabard participe à cette course au large de la Grande Motte qui rassemble chaque année 8 champions de voile. En septembre prochain, il prendra donc le départ aux côtés de Franck Hamas, Michel Dejoyeux ou encore Nicolas Charbonnier. Et on termine cette édition avec le retour sur l'actualité internationale du jour. En résumé, en bref et en images, c'est Le Monde en 120 secondes, préparé par Rudy Dahan. Les soldats français au Mali continuent de prendre position dans la ville de Tombouctou après sa prise hier en quelques heures. Une absence de combat qui suscite certaines inquiétudes. L'État craint que les djihadistes se soient repliés dans le désert du Sahel. Les combats pourraient alors se transformer en une guerre dite de fatigue qui durerait des années, comme cela a été le cas dans les montagnes afghanes. Ce matin, le cœur de Tombouctou a été le théâtre de violentes représailles d'habitants envers des citoyens suspectés d'avoir collaboré avec les djihadistes. Dans le même temps, une conférence de donateurs pour le Mali a promis une aide de 455 millions de dollars qui iront aussi bien dans les besoins humanitaires que militaires du pays. En Syrie, les corps de 65 jeunes ont été retrouvés dans un canal à Alep ce mardi. Tous ont été exécutés d'une balle dans la tête. Rebelles et forces du régime s'accusent mutuellement de ce massacre. Un carnage qui intervient quelques heures seulement avant l'intervention du médiateur Lakhdar Brahimi devant l'ONU. L'Égypte secouée par des nouveaux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre aux abords de la place Tahrir ce mardi. Plus de 50 personnes ont trouvé la mort lors des 5 derniers jours durant ces violences. L'armée égyptienne a mis en garde le pays contre un éventuel effondrement de l'État dirigé par Mohamed Morsi. Google publie aujourd'hui une carte actualisée de la Corée du Nord, un territoire pourtant ultra secret. Plusieurs camps d'internement y sont clairement identifiés, ainsi qu'un site de recherche nucléaire au cœur des tensions entre Pyongyang et la communauté internationale. Il y a quelques jours encore, la Corée du Nord a appelé sa volonté de poursuivre son programme nucléaire visant à détruire l'ennemi américain. Le Sénat américain propose une régularisation sous certaines conditions des immigrés qui résident aux États-Unis. Une décision dirigée vers les quelques 11 millions de personnes vivant dans l'illégalité aux États-Unis. Parmi les sénateurs à l'origine de cette proposition, le républicain John McCain qui pourrait peser lourd dans la balance. Et retrouvez toute l'actualité internationale, nationale et régionale ce soir à partir de 10h dans le 22 minuit. Quant à nous, on se retrouve demain à 12h30 pour votre édition de la mi-journée et à 19h30 pour le journal complet de la rédaction. Passez une très belle soirée sur TV Sud.